Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parlez beaucoup, mangez l'argent, voyagez beaucoup seulement, mais travaillez beaucoup, créez des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV tous les soirs. Vous avez accès à cette émission juste après notre grand rendez-vous d'information le 22h avec Moussa Moïse Silla. Bienvenue, nous sommes le 2 octobre, c'est la fête nationale. La Guinée donc qui fête l'an 59 de son affranchissement du joug colonial français a constitué quelques semaines en arrière ce qu'il conviendrait d'appeler un creuset d'actualité entre la signature récente d'un mémorandum d'entente avec la Chine et l'annonce par la CENI d'une date que l'opposition marque désormais d'une pierre blanche pour l'organisation donc des élections communales. La gestion courante de la machine d'État, composant avec réformes et annonces diverses, n'en fait pas moins jaser l'acteur politique. Quel regard l'acteur politique jette-t-il sur l'actualité de la gouvernance à Condé? L'accord cadre convenu donc avec la République de Chine cache-t-il encore quelques zones d'ombre? Et quelle lecture des récentes annonces intervenues dans le cadre des réformes initiées à l'enseignement supérieur? Toutes ces questions posées ce matin à Dr Ousmane Kaba. Il est le président du PADES. Il faut le rappeler. En même temps, il sera notre invité ce matin. Et d'autres news viendront s'ajouter à tout ceci. Pour votre plaisir, vous pouvez réagir en direct évidemment dans cette émission, soit sur Twitter, #EspaceGG, sinon chez Orange au 8037, GG au 8037. Bienvenue Ahmed, bonjour. 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 Bonjour Moussa Mouissila. Bonjour Lamine. Roby, bonjour. Bonjour. Bien. Bonjour Mafoudia Bangoura. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Tamba. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà. Vous avez suivi hier le discours du président, Roby? Non, j'ai pas suivi le discours du président. C'est une première, c'est pas une première. Hein. De toutes les façons, moi je regarde pas trop la RTG. Ouais. Donc tu n'as rien à dire. C'est pas un républicain, Roby. Alors là, c'est pas quand du même tout. C'est ça, la date anniversaire de notre indépendance. Qu'est-ce qui est nouveau? En tant que bon citoyen, j'interpelle d'ailleurs le ministre. C'est la redondance. J'interpelle d'ailleurs le ministre Gassama qui devra travailler un peu sur la mentalité de Roby. C'est la redondance. Pour développer en lui ce sentiment de citoyenneté. Écoutez, c'est la redondance. Il n'y a rien de neuf. Ouais. C'est le même discours depuis 58 ans. Vous n'allez pas me dire qu'il y a un président qui va faire autre chose. On sait déjà ce qui. On sait déjà. Il va nous souhaiter bonne fête. Il va faire des annonces. C'est tout. Bon. Voilà. On va être un peu au fil de l'actualité. Le discours du président hier, voilà, on va essayer de décrypter avec l'équipe des Grandes Gueules. D'abord, le président qui a fait un clin d'œil aux politiques. On va essayer d'écouter cet extrait et on revient. Tout est défi dans ce pays. Et je citerai la discussion. À vous, un politique qui ajoute différemment à notre démocratie, je vous souhaite bonne fête de l'indépendance. Toutefois, je voudrais ici attirer l'attention de tous sur le fait que notre pays ne pourra jamais être organisé de paix, de démocratie, de tolérance religieuse, ethnique, tant que nous mettrons en avant les concentrations ethniques et religieuses. La culture actuelle qui prévaut en Guinée est un bel acquis que nous ne permettons à personne de le détruire. Nous ne pouvons pas sacrifier notre principe d'une société d'harmonie ethnique et religieuse sur l'autel de la politique politicienne. La démocratie multipartite n'est pas synonyme d'inimitié et de division. Elle offre plutôt un cadre idéal pour les échanges d'idées. Certains excès de la politique partisane peuvent être porteurs de dangers. Elle est dans son sillage des clivages insurmontables et un manque de consensus sur les grands sujets nationaux. Appartenir à différentes organisations politiques ne saurait être une raison de ne pas travailler ensemble à la recherche de solutions à nos défis communs. Je tiens à déclarer avec force que pour moi, il est dangereux de réduire la vie politique dans notre pays à certaines dérives de politiques partisanes, ethniques ou religieuses. Je m'engage à continuer à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour promouvoir une atmosphère de rapprochement politique afin d'éteindre toute tension qui pourrait menacer notre bien-être national. Et j'attends des leaders politiques de notre pays qu'ils en fassent autant. L'avenir de la Guinée dépend de nous tous. Et je suis convaincu que nous pouvons faire aux nombreux défis qui se posent à nous. Les Grandes Gueules.
Ahmed, vous avez écouté le président? Oui, écoutez, le président, c'est bien ce qu'il est en train de dire, l'appel qu'il lance en disant aux acteurs politiques, oui, il y a ceci, il y a cela, mais qui est responsable? Pour moi, il est le seul responsable. En Côte d'Ivoire, oui, il y a des manifestations, oui, mais ils ont manifesté pourquoi exactement? Ce n'est pas pour organiser des élections. Au Mali, récemment, il y a eu des manifestations, mais avant ça, est-ce que vous avez entendu qu'il y avait des manifestations? Eux, ils ont manifesté pourquoi? Pour dire non au tripatouillage de la Constitution. Au Niger, vous en avez entendu parler de manifestations pour l'organisation d'élections? Écoutez, si on organise des élections à temps, parce que organiser des élections, c'est aussi la volonté politique. Après cette volonté politique, je pense que toutes les structures se mettront en place pour pouvoir organiser des élections. Si ce n'est pas fait, des manifestations, j'en suis sûr qu'on va encore enregistrer et le pays ne pourra pas fonctionner normalement. Ouais. Qu'est-ce que tu retiens, Moussa Moïse? Je retiens dans ce pan du discours du chef de l'État un discours à la fois énergique et souple. Parce que dans ce sens où le chef de l'État lui-même affirme qu'il ne laissera pas faire toute initiative allant de le sens à donc créer une situation chaotique dans le pays, je le dis comme ça avec mes propres mots, mais en même temps il affirme qu'il travaillera à éteindre toute tension. Je veux l'interpeller à ce sujet. Monsieur le Président, ne travaillez pas à éteindre, travaillez à ne pas qu'il y ait des tensions, à éviter qu'il y ait des tensions. Justement, c'est ainsi qu'il agit, le président à la tête du pays. Il attend qu'il y ait des tensions, il attend qu'il y ait des crises, il ne les résout même pas, il les reporte. Moi, j'estime qu'en tant que gouvernant, on a le devoir d'abord d'anticiper les choses, de mettre tous les mécanismes en place afin d'éviter justement que les tensions dont il parle naissent. Voilà. Bien. Allez, Roby. Ce que je sais, c'est que je ne sais pas si c'est lui-même qui a rédigé son discours ou s'il a rédigé avec son cabinet. Ça peut être lui-même. Est-ce que vous le connaissez? Allez-y. Des fois, il prend l'initiative lui-même d'écrire. Hein. C'est le professeur quand même. Hein. Le professeur en droit. Ouais. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est dangereux pour moi quand un président, dans son discours, sort exactement la phrase que Moussa Moïse vient de décrire. Je travaillerai à éteindre. Je pense que c'est pas bien. Pour le moment, on le sait très bien que la crise, elle est là, la crise politique, elle est là, mais il y a un travail de fond à faire avant. Et la seule manière d'éviter les violences dans ce pays, c'est bien évidemment mettre en application les différents accords qu'il a eu lui-même et son cabinet, lui-même et son parti, lui-même et sa coalition RPG Arc-en-Ciel a eu à signer avec les co-religionnaires politiques. Je pense que notre pays a besoin de paix, et pour qu'il y ait paix, il faut que les accords soient respectés. Il faut que l'État, quand l'État donne sa parole, l'État la suive et la respecte. Et comme ça, ils ne donneront pas d'arguments aux adversaires. Et comme ça, vous dépassez, vous glissez, vous faites glisser les adversaires politiques sur d'autres thématiques qui sont évidemment les thématiques économiques. Mais lorsque les problèmes politiques persistent et ne sont pas encore réglés, on ne peut pas, c'est vrai qu'on peut reprocher aux autres acteurs politiques de l'opposition d'être tout le temps dans les médias et de parler politique, de faire des réclamations politiques, etc. Mais dans un pays où le politique n'est pas résolu, l'économique n'a pas de place. Bien. Allez-y, Mafoudi Bangoura. Les grandes gueules. Cette conclusion de Roby, quand même, c'est un discours. Donc, ils ont eu le temps de préparer, de nous écrire. Faut pas l'écouter. Il s'est bien polémiqué, lui. Ce que je veux dire surtout, c'est que le contenu du discours, le président prend le soin de nous dire ce qu'il devrait être, alors qu'en réalité, c'est pas ce qui est. Lui-même, il le sait et il est réellement l'artisan. Quand il parle de calcul politicien, il faut dire qu'Alpha Condé est le premier aujourd'hui. C'est lui qui s'amuse à défaire ou à faire telle politique, à récupérer ou à ne pas récupérer. Il s'en fout. L'essentiel pour lui, c'est de tenir certains, de ne pas se tenir certains, de se moquer de certains. Et il le disait, quand la politique ne marche pas, comment est-ce qu'on peut compter aller vers un développement économique? Mais comme c'est une belle occasion que les gens trouvent pour nous dire... J'ai lu le discours hier en intégralité où il parlait de ces 20 milliards de dollars avec la Chine. Et il est revenu sur tout ça. Donc, on a le temps de nous dire ce qui ne va pas. Mais l'essentiel, c'est que à de telles occasions, moi je pense qu'il est important de parler franc, de se dire la vérité. Ça ne va pas en Guinée. On a besoin d'aller vers autre chose. Mais aujourd'hui, la vérité est que l'ethnostratégie prend le dessus et le président Alpha Condé, il le sait et il contribue. Donc ce discours, peut-être on va écouter d'autres points, mais ce qu'il vient de dire, moi je pense que c'est juste un discours. Il avait besoin de parler, mais sur le terrain, c'est pas ce qui est. La réalité. On continue à décrypter, Tamba. Alors moi, j'ai juste envie de dire que je rejoins carrément Mafoudia là-dessus. Ce sont les 20 milliards du professeur Alpha Condé. Tant que nous, on n'en a pas vu, on attend. Quand ce sera en Guinée, ce sera pour nous aussi. Rapidement, il faut quand même dire que ce volet politique a été le volet le plus lent dans ce discours présidentiel, dans cette allocution, cette adresse à la nation. Ce volet politique a été le plus lent de tout le discours. Donc c'est la portion pour le président de la République la plus importante. Et à l'intérieur, il faut dire les choses telles qu'elles sont.
Le président de la République ne s'adresse pas en particulier aux populations. Il ne s'adresse pas en particulier à un citoyen au fin fond de la Guinée. Le président de la République donne de la leçon, il fait de la leçon à l'opposition. Et c'est en fait ce qui est en train de se faire par le passé. C'est ce qui a été, aujourd'hui c'est ce qui est. Moi j'aurais aimé que l'on sorte moins dans cet univers de la promesse. Parce que quand on est dans le futur comme le président de la République est en train de le faire, je travaille, ça fait 7 ans que M. Alpha Condé, il est là. Les mêmes problèmes existent. L'ethnocentrisme est en train de prendre de l'ascendant et en partie c'est dû aux actions, aux déclarations et à l'attitude même du président de la République. Moi j'ai envie de dire, à un certain moment, après cette année passée à la tête d'un État, il faut dire, j'ai entendu vos cris, j'ai compris vos soucis, voici ce que je compte faire. Mais quand vous tenez un discours politique qui soit ethnocentriste, aujourd'hui, Lamine Guirassy, vous encourez quoi? Qu'est-ce que vous risquez quand vous dites, par exemple, vous attaquez à une communauté comme Alpha Condé lui-même, il l'a fait? Vous risquez quoi dans ce pays? Aucune loi ne vous sanctionne, aucune loi ne vous contraint. Vous êtes libre de dire ce que vous voulez, aucun magistrat ne va se lever contre vous. Donc, encore une fois, j'ai envie de dire, c'est un discours davantage orienté vers l'attaque. C'est un opposant qui a encore une fois parlé à d'autres éléments de l'opposition. Voilà, on va continuer à décrypter évidemment le président qui rappelle les défis. Tout est défi dans ce pays. Et je citerai la disponibilité et l'accessibilité aux infrastructures économiques, notamment l'énergie pour les entreprises et les ménages. Dans le même ordre d'idée, susciter le renforcement des réseaux aériens, routiers, ferroviaires et maritimes, indispensable dans un pays de transit et de services comme le nôtre. Valoriser le pôle de développement est un autre défi, car cela prend en compte l'agriculture, l'agro-industrie, les travaux publics, l'artisanat, le tourisme, la culture et le commerce, etc. Bien évidemment, mon gouvernement s'est attelé à assainir l'environnement des affaires en vue de créer un climat propice au développement du secteur privé, à la promotion du partenariat public-privé. Les grandes gueules. Voilà, la promotion du secteur public-privé, Ahmed. Ben, écoutez, ça dépend. Ça dépend parce que des entreprises ont fermé, même s'il y a d'autres entreprises qui sont également mises en place. Mais quelle est la résistance aujourd'hui de ces entreprises qu'on a créées aussi? C'est cela. Aujourd'hui, on nous dit qu'on encourage le secteur privé. Moi, je ne suis pas forcément d'accord. Parce qu'aujourd'hui, quand il y a des entreprises qui ferment, c'est parce que ces entreprises sont aussi asphyxiées. Ben, créer une entreprise, vous allez voir. Toutes ces taxes qui vont tomber. C'est ce que j'ai dit. Si on veut accompagner le secteur privé, des jeunes entrepreneurs, on dit oui, il y a le chômage. Mais il y a plein de jeunes aujourd'hui qui veulent sortir du secteur informel. Mais vous savez pourquoi ils ne sortent pas? Ben parce que quand ils sortent, ben on les emmerde. Alors tout simplement, alors qu'on pouvait les accompagner en disant quoi? La mairie, c'est aussi le rôle de la mairie. Il y a une entreprise dans votre commune. Vous venez, vous accompagnez ce jeune. Vous avez créé votre entreprise. Combien vous gagnez? Vous apprendre à gérer aussi toute cette monde que vous gérez afin de vous en sortir. Au-delà de 2 ou 3 ans, pendant les 2 ou 3 années de la création de votre entreprise, il y a une exonération par exemple fiscale où on vous laisse travailler pendant ces 3 ans sans payer de taxes pour vous accompagner. Ça, ce sont des méthodes qui pourront quand même aider l'État à encourager les jeunes à créer des entreprises. Mais vous ouvrez votre entreprise avec le peu d'argent que vous avez. Mais quand on vous asphyxie d'amende, c'est plus de taxes, c'est parfois plus que ce que vous avez même mis dans votre business. Comment ça peut marcher? Et au même moment, on dit non, création d'emplois ou tout ça. Moi, je veux dire tout simplement que au-delà de ce que j'ai dit, dans ces entreprises, quand ces entreprises se créent aujourd'hui, on a vu les entreprises minières qui sont, comme je le dis, je dis et j'insiste, qui sont asphyxiées par tout ce qui se passe parfois dans les zones où ils opèrent. Parce qu'il y a trop de pression. Ils payent des taxes, mais au même moment, on leur demande d'autres choses en plus de tout cela. Moi, je pense que ça devrait cesser. Je pense que le climat ne permet pas tout cela. Si on continue comme ça, on va continuer, comme je l'ai toujours dit, à asphyxier. Ouais. Allez-y, Moussa. Moi, ce que je veux dire, c'est à la décharge quand même de ce régime. Les grandes gueules. On a permis, avec la création de la PIP, de faciliter les mécanismes de création des entreprises dans notre pays. Ça, c'est un fait. Lorsque vous y allez, vous avez quand même vous avez des jeunes qui ont relativement la compétence qu'il faut, qui vous donnent la documentation qu'il faut et aussi la procédure à suivre pour créer votre entreprise. Et ça prend moins de temps qu'avant. Et ça, c'est quand même un pas à saluer. Mais ce qui reste à faire, c'est que nous avons toujours une économie qui est complètement extravertie. Nous avons une économie basée sur les mines. Vous creusez, vous prenez de la terre brute et vous exportez. Il n'y a aucun moyen de transformation sur place. Mais au-delà, le chef de l'État fait bien de parler du secteur privé. Mais qu'est-ce qui est fait pour que nous puissions avoir un secteur privé guinéen
capable de rivaliser, fort, compétent et compétitif. Il n'y en a pas. Ouais. Il faut juste faire le calcul. Depuis qu'il est à la tête du pays, je ne veux pas faire de nationalisme ce matin, mais combien de Guinéens ont pu émerger, sortir les grandes gueules, pour devenir multimillionnaires depuis que le président Alpha Condé, je parle de Guinéens sortis du secteur privé, qui travaillent, qui n'a pas volé, qui n'est pas du secteur public. Combien? Non, vous me citerez KPC, mais KPC, ça date d'avant Alpha Condé. Ça date d'avant Alpha Condé. C'est vrai qu'il a pu avoir, ce monsieur, d'autres contrats à se maintenir, mais au-delà de lui, il n'y en a pas. Ce sont plutôt des étrangers qui s'en sont mis plein les poches. Je ne veux pas citer les le pays, mais gueules. faites le calcul et vous vous en rendrez compte. Il y a des Guinéens qui en sont aussi capables. Je ne dis pas que sur tous les plans que nous avons l'ingéniosité qu'il faut, que nous avons les compétences qu'il faut, mais un secteur privé, ça se forme. On le soutient, on le pousse à devenir plus grand. Ce sont les meilleurs moyens, et tous les économistes vous le diront, pour une redistribution des richesses dans un pays. Il faut passer par le secteur privé. Ouais. Tout ce que vous faites comme conclusion au sommet de l'État, ça ne va dans la poche que d'une minorité de personnes. Si vous voulez que vos 20 milliards touchent et tombent dans l'assiette de l'étalagiste qui est au coin de la rue, eh bien, misez sur un secteur privé fort. Mais monsieur le président, tel n'est pas le cas parce qu'au moment où on parle, nous avons encore une dette intérieure qui est assez élevée. Ouais. Combien d'entreprises ont dû fermer? Aujourd'hui, il y a encore d'autres qui courent au ministère des Finances pour que le paiement soit effectif. Ce n'est pas fait. Donc, c'est bon de parler de secteur privé, mais est-ce qu'il existe dans notre pays? Bien. Les déficits, il parle de l'électricité aussi, mon cher. Oui, mais l'électricité, on le sait, tout le monde le sait. Le déficit de l'électricité est un véritable problème dans notre pays. La preuve, c'est que toute la semaine dernière, nous avions une zone de notre pays en ébullition. Ça, c'est un vrai défi. Mais en parlant du secteur privé, je suis bien d'accord que l'AFPIP fait du bon boulot. En 24 heures ou en 48 heures, vous pouvez créer votre entreprise. Mais la question n'est pas la rapidité de la création d'entreprise. Ouais, la question, c'est non seulement la pérennité, mais comment ces entreprises-là arrivent à être compétitifs. Aujourd'hui, vous êtes dans un pays où aucune entreprise n'est capable de lever un fonds auprès d'une banque. Ça, c'est un problème juridique énorme. Il faudrait que l'État participe à faciliter les banques, la relation entre les banques primaires et les entreprises. L'État ne peut pas financer toutes les PME ou toutes les entreprises privées qui s'est créées dans un pays. Mais l'État, le rôle de l'État, c'est non seulement faciliter la création de ces entreprises, mais deux, créer un cadre juridique qui puisse permettre à ces entreprises-là de lever des fonds auprès des banques primaires, auprès de certains investisseurs privés ou publics pour leur permettre de grandir. La question n'est pas de créer une entreprise et d'avoir son RCCM dans la poche et de se promener de bureau en bureau. Et ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien. Il faut que ces jeunes qui, à un moment donné, ont de la créativité. Il y a beaucoup de jeunes ici qui montent de bons projets. Il y a beaucoup de jeunes qui ont dans leur sac des entreprises avec des projets palpables, viables et qui peuvent être concrets. Mais comment font-ils pour les mettre en place? Ils ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas les fonds. Aujourd'hui, si vous allez auprès des banques, les banques vous prêtent de l'argent avec un taux de remboursement ou un taux d'intérêt énorme qui ne vous permet pas de vous en sortir. Parle-nous de ton expérience. Mon expérience personnelle, oui. Elle est large. Elle est large. Moi, j'ai pas pris de prêt auprès des banques, parce que sinon tu te tues. Oui, voilà. Bien. Allez, c'était comme ça pour le faire taire. Allez-y, Mafoudia. Alors, sérieusement, il y a beaucoup de jeunes qui ont besoin qu'il y ait des banques qui puissent les écouter. Ouais. Aujourd'hui, on a des jeunes qui ont assez de talent, qui ont des idées, mais ils n'ont pas d'argent pour financer leurs projets. Et il n'y a pas de banque qui puisse les écouter et qui puisse avoir confiance en eux et leur donner de l'argent. Il n'y a pas de garantie juridique. C'est un cadre que l'État devrait instaurer. Tu ne peux pas t'endetter auprès d'une banque et avoir un taux de remboursement de 14 à 18%, tu t'en sors pas. Lorsque le président nous parle aujourd'hui d'investissement privé, c'est toute chose qu'il devrait mettre en place, mais ce qu'il ne fait pas. Mais on va le comprendre, c'est un Alpha Condé qui pense plutôt aux investisseurs privés qui viennent en Guinée et pas totalement aux jeunes Guinéens qui sont sur place. Et quand on prend les jeunes qui ont quand même un financement, qui parviennent à mettre en place un projet, l'État est le premier à les emmerder. Parce que quand l'État te donne un projet, après il te doit des milliards et puis il te laisse financer mais on ne te paye pas. C'est une entreprise qui meurt tout d'un coup et par la faute de l'État. Donc moi je pense que si Alpha doit parler d'investissement tout et tout, il y a la pipe, mais on doit mettre en place un cadre pour permettre aux jeunes Guinéens, parce que des idées, je vous assure Lamine, il y en a en Guinée. Il y a beaucoup de jeunes grandes gueules. Mais c'est à voir qu'en Guinée, on a des jeunes qui dorment. Non, ce n'est pas cela, c'est parce qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas un cadre qui permette de s'en sortir.
sortir. Voilà, allez-y, Tamba. La PIP fait peut-être son travail, il faut le dire à la décharge de la gouvernance actuelle, mais ça ne répond pas à la question de Ahmed Kamara, celle de la condition de création des entreprises. Vous venez de la créer, très tôt on vous submerge de taxes, c'est une chose, mais la mine, il y a un effet inverse en Guinée, une pratique inverse. Ailleurs, on demande aux plus riches de payer plus. Dans notre pays, on protège ces plus riches-là. On les exonore du paiement de toutes leurs taxes. Les grandes Ils gueules. s'arrangent avec certains responsables du fisc guinéen. Ils s'entendent pour obtenir un peu d'argent et le reste, on dit, bon, donne ça à l'État. On se rappelle encore, on parlait de cela dernièrement, sur le cas de l'OGP, par exemple, où certaines entreprises de téléphonie se permettent, avec leurs tentacules, les amener jusqu'à la présidence de la République, exiger de Paul Moussa Diawara que finalement, ce qu'ils doivent à l'État soit divisé même jusqu'à 3 Les grandes gueules. parfois, et ils ne payent que le tiers finalement à l'État guinéen. Vous comprenez que ça c'est un véritable problème. Mais en même temps, il faut dire qu'il y a ce souci au niveau de la création des entreprises, mais indexer aussi la responsabilité de certains cadres qui ont joué dans un certain amateurisme. On se rappelle de ce fonds que le président, dans le cadre de la facilité élargie de crédit, le président de la République avait naturellement ouvert cette initiative pour les femmes. Vous avez vu comment ce fonds a été géré, les MIFA qui ont été créés. Ensuite, vous savez comment ce fonds a été géré pour permettre justement l'émergence du secteur privé. Mais après, avec le ministère de la Jeunesse, vous vous rappelez de ce fonds qu'on nous a annoncé ainsi pour lancer l'entrepreneuriat guinéen. Qu'est-ce qui en a été fait? Je pense qu'à un certain moment, c'est vrai, le président de la République n'a pas fait tout son travail, mais il faut quand même dire qu'au-delà des annonces que Alpha Condé a l'habitude de faire, pour ce cas-ci, il a bien mis la main à la poche, mais demandons aussi à nos cadres ce qu'ils en ont fait. Voilà, demander des comptes. On va continuer évidemment à décrypter le discours, l'allocution du président Condé. Et il a gracié aussi quelques prisonniers. À l'occasion de notre fête nationale, j'ai décidé de gracier ces détenus de nos prisons qui en remplissent les conditions. Je voudrais ici les inviter à renoncer à l'avenir au comportement qui les met en conflit avec la loi. Je vous informe que les festivités de l'indépendance auront lieu à Cancan en décembre. Vive la Guinée, vive le peuple de Guinée. Je vous remercie. Les grandes gueules. Voilà, d'autres points, Ahmed Kamara. Écoutez, c'est bien. Je pense que certains méritent aujourd'hui d'être quand même libérés si quelque part aujourd'hui on pense qu'ils se sont assagis du côté de nos différentes prisons. Mais au même moment, je vais interpeller l'État qu'il y a beaucoup de Guinéens qui croupissent dans les prisons depuis des années et des années, qui ne sont pas jugés. Donc, je pense qu'on peut bien désengorger aujourd'hui les prisons si on décidait de regarder ces personnes qui résident, si je peux le dire ainsi, dans nos différentes prisons. Parce que c'est aussi ça qui fait qu'il y a une surpopulation carcérale dans nos différentes prisons. Donc, je pense qu'il y a moyen de lutter. Mais pour lutter, il faut en faire son cheval de bataille en cherchant à savoir quel est le statut de chacun des prisonniers là-bas. Et pour terminer, je veux signaler que le président a dit que tout était priorité. S'il continue à dire après 7 ans que tout est priorité dans ce pays, il donne quitus à ceux qui disent qu'il n'a rien fait depuis qu'il est venu. Je suis d'accord. Parce qu'en 7 ans, au moins il aurait pu dire, ben oui, j'ai fait ça, j'ai pas réussi à faire ça. Mais tout est encore défi dans ce pays. C'est compliqué, Ahmed. Allez-y, Moussa Moïsi, là. Non, c'est bien qu'il annonce qu'il va accorder sa grâce à certains détenus. Je me pose des questions sur le statut de ces détenus. Qui sont-ils ? Et comment seront-ils choisis? Parce que depuis d'accord, vous savez, le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État, moi j'ai envie d'y toucher. Si c'est un sacrilège, que j'en subisse toutes les rigueurs. Mais je me dis qu'il y a depuis un moment des voix qui s'élèvent au sein de la société civile d'un peu partout pour demander au président Alpha Condé d'être clément vis-à-vis de certains détenus. Je ne dis pas que les autres sont moins médiatisés et qu'ils ne doivent pas attirer l'attention de tout le monde. Mais Bahouri en a fait l'une de ses priorités lorsqu'il était rentré fraîchement de l'exil. Il a dit que son exil, sa liberté ne serait pas entière tant que nous prierons encore en prison des éléments qui ont été cités dans l'attaque, la fameuse attaque du domicile du chef de l'État. Donc j'espère que Dame Fatou Badia et autres pourront bénéficier de la clémence du président Alpha Condé. Voilà, allez-y, Roby. Il y a aussi, moi j'ai une pensée très forte pour ces jeunes personnes, puisque pour avoir rendu visite à la maison centrale, vous vous rendez compte qu'il y a des mineurs qui n'ont pas droit d'y être selon la loi. Ce sont des personnes, il faut réviser leur cas, il faut voir leur cas. S'il faut construire une maison centrale pour mineurs,
histoire de les sortir de là, parce que eux, ils n'ont pas besoin de purger des peines dans des conditions de grand banditisme. Ouais. Ils s'acclimatent, ils s'adaptent. Vous savez, quand ils partagent l'environnement avec des caïds, eux, au fur et à mesure, ils deviennent caïds, des juniors, etc. Évidemment, ils apprennent la leçon. Et lorsqu'ils sortent de là, ce sont des personnes aguerries déjà à la situation. Ces enfants qui grandissent ne peuvent avoir aucune autre éducation que l'éducation du banditisme. C'est vrai, il faut le dire. Il y a des enfants qui naissent, qui grandissent et qui passent toute leur vie là-bas, qui ne sortent là-bas parce que eux, ce ne sont pas des condamnés. Malheureusement, c'est maman qui courpille en prison, donc par obligation, il y naît. Donc, c'est pas un enfant qui est en porte-à-faux avec la loi. Il faut revoir leur cas parce que ce sont des futurs avatars du banditisme qu'on fabrique là-bas. Bien. Ces enfants-là, il faut revoir leur cas. Et pour moi, c'est une grosse faute. C'est une grosse erreur. C'est là où Maître Cheikh Sako, je vais réussir, puisque son nom, à chaque fois, là où Maître Cheikh Sako a échoué. Parce qu'il connaît quand même la loi. Ailleurs, il sait que des enfants, des mineurs, ne doivent pas être emprisonnés dans des conditions pareilles, parce qu'ils y sont forcément. Je pense qu'aujourd'hui, il est important pour l'État de mettre en place ou de construire une prison pour mineurs ou des centres d'accueil pour les enfants qui naissent là. Parce qu'eux, ils ne sont pas en porte-à-faux avec la loi. Et ces enfants-là, grandissant dans ces conditions-là, évidemment, ce sont des bombes à retardement. Ben oui. Allez, malheureusement, pour une fois, je suis d'accord avec toi. Allez-y, alors, Mafoudia. cette décision, il y a des moments qui arrivent comme ça. Cette décision, c'est tout à fait normal. Tous les présidents du monde entier le font à des périodes données. Par contre, ce que moi je veux dire, il le dit, les prisonniers qui répondront aux conditions. Ouais. Voilà, maintenant, chanceux seront ceux-là qui figureront sur cette liste qui vont sortir. Maintenant, on va voir. Ils vont sortir. Alpha Condé appelle ceci à ne plus répéter la même chose. Moi, je pense que dans un état normal, ce n'est pas l'appel qui suffirait. Roby le disait, dans les prisons ailleurs, on verra que l'accent est mis sur la rééducation des prisonniers pour que si ces personnes sortent, puissent être de bons citoyens. Mais est-ce que c'est ce qui est fait dans nos prisons? Est-ce qu'avec cette décision du chef de l'État, on va revoir des Guinéens dans la nature qui seront plus criminels qu'avant? En tout cas, il est clair qu'à l'intérieur de nos prisons, il n'y a pas un travail qui est fait pour rééduquer les citoyens. Donc, moi, je le dis, je ne vais pas trop parler. Les chanceux seront ceux qui figureront sur cette liste. En fonction de leur statut, on sait que la prison n'est pas faite pour casser la tige, mais pour la tordre en vue de mieux la redresser. Ça, c'est pour une certaine catégorie de prisonniers. Mais en même temps, rappelez-vous qu'il s'agit de prisons en Guinée. Ce ne sont pas des prisons, ce sont des passoires. Voilà. Lorsque j'en ai parlé la fois dernière, il a fallu qu'on en parle ici pour que le ministère de la Justice se bouge et fasse un communiqué pour reconnaître qu'un détenu a pris ses jambes à son cou et qu'il s'est fondu de la nature. Ouais. Vous trouvez que nous sommes en prison? Il n'y a pas de prison. Allez-y, Tamba. Alors, Roby a parlé de conditions dans lesquelles des mineurs étaient détenus, des conditions inhumaines. Moi, j'ai envie de dire ce n'est pas que des mineurs qui sont détenus dans des conditions inadaptées. Je pense que tous nos prisonniers, toute la population carcérale guinéenne est mal détenue. Il faudrait porter jusqu'à son jour la création la construction d'établissements pénitentiaires qui soient conformes quand même aux normes. Parce que quand on en sort, on est révolté. Roby dit on est bandit, mais j'ai envie de dire, tu sors révolté, fâché contre tout le système social. Et tout ton projet serait désormais de les décapiter comme un kamikaze, tout simplement. Et donc, ça, c'est un sérieux problème. Mais le président de la République a dit quelque chose d'important, sur lequel il faut absolument jeter un regard. Il a dit de ces prisonniers qui répondront aux conditions. Normalement, pour accéder à une grâce présidentielle, il y a 3 grands critères en termes de droits qu'il faut prendre en compte. Premièrement, lorsque vous avez fait l'objet d'une peine privative de votre liberté, c'est-à-dire que lorsque vous avez été incarcéré, mis dans une prison. Deuxièmement, lorsque vous avez subi une peine patrimoniale, lorsque vous devez par exemple payer une amende ou une autre peine particulière, vous devez par exemple faire un travail d'intérêt général, le président de la République peut prendre la décision de vous gracier. Mais encore une fois, ça ne se passe pas comme ça, ce n'est pas improvisé, il ne reste pas à ses couturières pour dire je vais gracier tel, je vais gracier tel. Ce n'est pas comme ça que ça devrait se faire. Comment est-ce que ça devait se faire? Il fallait initialement que chaque prisonnier soit suivi en Guinée pour voir quel est son comportement carcéral. Mais le ministère de la Justice est consulté. Mais Lamine, vous pensez qu'il est vraiment consulté pour libérer Bahouri? Vous pensez qu'il a été consulté pour le gracier? Il y a des cas au cas. Non, il faut quand même le prendre avec beaucoup de pincettes. Bien. Et puis il y a autrui. Je pense que c'est autrui qui sont là, en tout cas Dame Fatou Badiar. J'espère
que Dieu soufflera sur elle pour qu'elle soit sélectionnée à la plouffe, parce que c'est ce que je vais dire, et espérer justement qu'elle sorte de cette situation parce que ça en a trop duré et c'est inhumain. Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Dans un instant, notre invité, évidemment, la Guinée qui fête l'an 59 de son affranchissement du joug colonial français, a constitué quelques semaines en arrière ce qu'il conviendrait d'appeler un creuset d'actualité entre la signature récente d'un mémorandum d'entente avec la Chine et l'annonce par la CENI donc d'une date que l'opposition marque désormais d'une pierre blanche pour l'organisation des élections communales, la gestion courante de la machine d'État composant des réformes et annonces diverses n'en fait pas moins assez l'acteur politique. Quel regard l'acteur politique jette-t-il sur l'actualité de la gouvernance Condé? L'accord cadre convenu avec la Chine cache-t-il encore quelques zones d'ombre? Des questions posées ce matin. Quelle lecture des récentes annonces intervenues dans le cadre des réformes initiées à l'enseignement supérieur? Toutes ces questions posées ce matin à Dr Ousmane Kaba, vous le voyez à l'écran. Il est président du PADES et fondateur d'université, donc il est notre invité ce matin chez les Grandes Gueules. Des réactions des auditeurs sur notre plateforme, le 657 39 13 13. On a Kerno Machiavel depuis Sonfonie à Gare qui réagit, qui souhaite bonne fête de l'indépendance à toute l'équipe des Grandes Gueules. On reste toujours dans le sillage avec toujours ces auditeurs très nombreux ce matin à réagir. On a cet autre qui dit bonjour les Grandes Gueules. Je vais dire au président Condé qu'aucun pays au monde se développe par les discours et des promesses, mais plutôt par des actes. Voilà, des actes concrets, il le dit. Pauvre de nous, c'est pas signé. C'est l'homme de la vérité, je pense bien, qui nous envoie ce message. On reste toujours dans le sillage, toujours avec ces auditeurs, très nombreux ce matin à réagir. Le temps que ça s'ouvre, parce qu'il y a la machine qui bug en même temps, donc ça fait compliqué. Bonjour les spécialistes. Roby, je partage ton avis, surtout quand tu prends un prêt du côté de Finadev, c'est du calvaire total, MD, depuis Kindia. Bonne fête à tous les Guinéens qui nous... voilà. Allez, on reste toujours dans le sillage avant de passer à l'interview avec Dr Ousmane Kaba. Allez, ce dernier message, parce que l'ordinateur bug. Bonjour les Grandes Gueules, la compétence locale n'a aucune valeur dans le pays d'Alpha Condé. Voilà l'une des raisons qui poussent certains jeunes à partir. Ahmed, notre invité ce matin, Dr Ousmane Kaba, il est le président du parti PADES. Bonjour docteur, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Voilà, on va aller dans le vif du sujet rapidement en parlant de l'an 59 de l'indépendance guinéenne. Rapidement, le décryptage sur l'adresse du président de la République. Je crois que vous avez suivi son discours. Je vais en placer 3 en même temps et aussi l'appréciation globale que vous faites de la célébration et les festivités de décembre sont prévues à Cancan. Quelle lecture vous faites? Écoutez, moi, en ce jour, je pense qu'il serait bon d'être reconnaissant vis-à-vis des premiers Guinéens qui se sont battus pour arracher notre indépendance. Je pense au président Ahmed Sékou Touré, je pense à Saifoulaye, je pense à M. Béabogui. Vraiment, c'est une génération qui a fait son travail. Ouais. On ne pouvait pas demander plus. Aujourd'hui, la nouvelle génération de politiciens est en train de faillir à son devoir, qui est d'apporter un peu de prospérité à notre peuple. C'est ça que je peux dire. Je suis content qu'il y ait... La faute aux politiques, Dr Ousmane Kaba? Mais bien sûr, parce que c'est les hommes politiques par définition qui prennent les décisions publiques. Justement. Vous trouvez que 59 ans après, la Guinée a réussi son pari? Non, 59 ans après, d'abord nous avons réussi quand même à arracher l'indépendance et je rappelle que la Guinée a été le levain pour l'indépendance de toute l'Afrique de l'Ouest et tout le reste de l'Afrique. Je crois que la Guinée a joué un rôle pionnier que nous avons payé d'ailleurs très cher à l'époque puisque la Guinée a été isolée sur le plan diplomatique, sur le plan financier, sur le plan politique. Nous avons été sous embargo pendant très longtemps et cela a influencé le destin de notre pays. Les grandes gueules. Malheureusement, le premier régime sous cette pression énorme s'est orienté vers le communisme. Et ça a été un choix malheureux.
Certains diront un choix imposé. Bien sûr, le communisme n'a réussi nulle part. Quand même, regardez votre histoire du XXe siècle. C'est une tragédie, le communisme. Les grandes gueules. N'a réussi nulle part. Je crois que cela a joué sur le destin de la Guinée. En plus de cela, nous avons eu beaucoup de dirigeants qui sont restés très longtemps et qui n'ont pas apporté ce qu'ils auraient dû apporter, à mon avis, qui n'étaient pas très qualifiés pour diriger la Guinée. Très bien. Nous rappelons, je vais en finir rapidement avec... 3 questions. Oui, bien sûr, je reviens sur la troisième question. Ouais. Le discours, après le discours polémique du chef de l'État qui s'est tenu au siège, qu'il a tenu au siège du RP Jacques-Anciel, quand il faisait allusion au Malinké et au cadre Malinké. Alors, il décide, et ça c'était déjà connu, que les festivités tournant de l'indépendance se tiendront à Cancan cette année. Est-ce que pour vous c'est une opération de séduction? Ça va réussir à amener les indécis et les autres frustrés à revenir dans la barque? Disons que la tenue de cette festivité à Cancan n'a rien à voir avec le discours ou quoi que ce soit. C'est simplement une politique de fête tournante. Il se trouve, il y a déjà eu des investissements. Il se trouve que la fête a eu lieu à Boké, ensuite à Zérekoré, à Mamou. Donc c'est le tour de Cancan et c'est cette fête qui a retardé depuis plusieurs années. Je pense que c'est une bonne chose, c'est une bonne politique. Ouais. Docteur Ousmane Kaba, notre invité ce matin chez les Grandes Gueules. Allez-y, Roby. Au niveau des préparatifs de cette fête, puisque vous venez de cette zone, est-ce qu'ils ont tiré la leçon des échecs des autres organisés à Boké, à Mamou? Parce qu'on sait très bien... Non. La fête, le jour de la fête, il y a certainement de l'engouement. Mais avant ça, il y a un travail de fond qui a été fait. Et on a remarqué que dans ces zones-là, ça s'est souvent terminé auprès des entreprises et autres par un échec total. Non, pour être franc, il n'y a pas de préparatif. Puisque personne ne connaissait la date. Je crois que moi-même, je l'ai appris hier. C'est en décembre. Voilà, c'est en décembre. C'est maintenant que ça a été dit. Et je crois que c'est maintenant que les préparatifs vont commencer. Mais pour le moment, il n'y a rien du tout. Voilà. L'autre problème que vous posez, il est différent. C'est le problème des entreprises qui ont travaillé avec l'État. Dans le cadre des fêtes tournantes, ce n'est pas seulement Cancan. C'est malheureusement un constat général. Lorsque les entreprises sont en relation avec le trésor guinéen, ces entreprises meurent. On a vu qu'il n'y avait pas de motivation pour ces entreprises-là de se relancer dans la course, vu qu'il y avait déjà des difficultés à régler les anciennes notes. Ben justement, l'accumulation des arriérés, c'est vraiment l'assassin des entreprises privées. Alors, docteur, vous venez d'une tournée du côté de la Haute-Guinée, c'est très important. On va essayer de faire le point. Qu'est-ce que vous avez constaté sur le terrain? En même temps, on nous apprend la semaine dernière qu'il y a déjà des démissions du côté de PADES. Je parle du cas de Tsigiri, entre autres. Ça vous fait rire? Ben oui, parce que c'est la première fois que je l'apprends moi-même. Eh ben, c'est simplement c'est une réalité, docteur. Non, c'est juste une opération de com. Ah ouais? Une opération de com. Des adversaires qui se sentent menacés sur le terrain. Non, pour parler... Pas de démission du côté de Sigiri? Je ne suis vraiment pas au courant. Je ne sais même pas qui a démissionné où. À Sigiri? Écoutez, c'est vous qui me l'apprenez. Ça veut dire le sérieux de la chose. Je crois. Bon, alors, pour parler un peu plus sérieusement, moi, j'ai commencé par la Haute-Guinée. Les grandes gueules. Et c'est vrai parce que la Haute-Guinée était réputée être la zone imprenable qui appartenait à un certain parti politique. Et il était important pour asseoir la crédibilité. Pour asseoir la crédibilité du nouveau parti, de commencer par cette zone réputée difficile. Ce que j'ai constaté, c'est que les populations sont déçues. Les populations sont déçues parce qu'elles n'ont pas eu accès aux infrastructures de base, comme cela avait été promis depuis 7 ans. Les routes, les accès sont extrêmement difficiles. Pas seulement en Haute-Guinée, ça c'est dans toute la Guinée. Mais comme je viens de la Haute-Guinée, je l'ai constaté de visu. Les populations manquent d'eau, d'électricité, de routes. Et franchement, et le deuxième élément qui me semble encore le plus important, c'est que tous les jeunes sont au chômage. C'est extraordinaire. C'est un pays qui est arrêté. Tous les jeunes sont pratiquement au chômage. Je l'ai constaté, je l'avais déjà vu ici à Conakry, mais à l'intérieur du pays, c'est encore pire. La particularité, docteur? C'est ça la particularité, c'est vraiment le chômage. Parce que c'est pas une information qui vous le donnez, du côté de Conakry, c'est le même constat. J'ai envie d'écouter d'autres discours ce matin. Non, il y a vraiment l'absence d'État.
Ok, d'accord. L'absence d'État. Moi, ce que je veux savoir, cette tournée est les grandes gueules. À Cancan, vous le disiez, un bastion réputé être le bastion du RPG Arc-en-Ciel. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Est-ce que vous avez trouvé une population qui était prête à vous accueillir? Bien sûr, c'était la grande surprise, même pour moi. Je savais bien que le PADES allait être accueilli, mais pas avec cette ampleur, pas avec cet enthousiasme. Le rejet, c'est quoi exactement? C'est l'oubli, c'est quoi, docteur? Écoutez, c'est difficile à dire, mais je pense que la Haute-Guinée n'est pas différente des autres parties de la Guinée. Lorsqu'on fait des promesses, il faut les tenir. Justement. C'est parce que les gens sont déçus des promesses non tenues. Les gens se sentent complètement abandonnés sur plusieurs plans d'ailleurs, pas seulement le plan économique, mais aussi sur le plan sécuritaire, sur le plan politique. Il y a pas mal de problèmes et les gens sont désespérés. Ils n'ont pas d'horizon clair de l'avenir. Ouais. Vous le dites si bien, vous faites de la réelle politique aujourd'hui. Parce que quand je suis en tout cas votre tournée, vous dites je ne suis pas politique, vous êtes économiste. Est-ce que vous êtes allé dans ce sens aussi à promettre, docteur? Parce que quand vous rassemblez les gens, forcément ils vous écoutent. Vous avez des choses à leur dire. Qu'est-ce que vous avez dit? C'est quoi la touch, docteur Ousmane Kaba, finalement, à la fin du compte? Non, je pense que nous, on n'a pas besoin de promettre. Voyez-vous, chacun est un peu précédé par sa propre crédibilité. Justement. Moi, je suis un privé. J'ai travaillé longtemps comme privé. J'ai pu réaliser dans le domaine de l'agriculture beaucoup de choses. J'ai réalisé dans le domaine de l'éducation beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce que les populations nous disent? Ils disent, vous, on vous connaît. Vous n'avez pas besoin de nous promettre quoi que ce soit. En tant que privé, déjà, vous avez fait quelque chose. On est certain que si vous avez le pouvoir, le pays va bouger. Voilà. Et donc, je n'ai rien promis de spécifique. Moi, ce que je promets, ce n'est pas à la Haute-Guinée, c'est à l'ensemble de la Guinée. C'est la Guinée qui a besoin d'infrastructures. Les grandes gueules. C'est toute la Guinée qui a besoin d'infrastructures. D'accord. Alors votre parti va beaucoup mieux. En tout cas, c'est un discours que l'on entend de tous les leaders politiques qui visitent une localité spécifique. Au sortir de cette rencontre, docteur, en termes chiffrés, comment se porte aujourd'hui le PADES? Est-ce qu'il y a un bilan chiffré que vous pouvez nous donner qui permette d'établir justement que vous prenez de l'ascendant peu à peu sur le RPG Arc-en-Ciel? C'est la première question. La deuxième question, finalement, c'est quel est votre taux de pénétration de l'espace national? Parce qu'il y a Cancan, qui est certes un domaine de départ, mais le reste de la Guinée, comment vous reçoit-on? C'est une bonne question. D'abord, il faut savoir que nous avons visité 126 villages et villes. 126 villages et villes en près de 2 mois. C'est énorme. Donc j'ai été vraiment au contact des populations, pas seulement de Cancan, mais aussi de Sririn, de Kouroussa, un tout petit peu de Dingirai, Kirwani, Banankoro. Mais il reste encore beaucoup d'autres zones à visiter. Mais ce qui est encore plus important, il reste tout le reste de la Guinée. Moi, je dois aller en Guinée forestière faire ville et village. Je dois aller en Basse-Côte faire ville et village et je dois aller au Fouta. Je suis très encouragé parce qu'aujourd'hui, vous savez que le PADES a ses bureaux dans tout le Fouta. Toutes les villes du Fouta, nous avons déjà nos structures. Et c'est d'ailleurs l'une des parties les plus organisées du PADES. Je pense à mes représentants, à l'abbé, à l'Elouma, à Tougué, que je salue très fort ici pour leur engagement citoyen. Mais le PADES aussi est très grouillant en Guinée forestière. Zéro Corée, c'est vraiment l'un de nos points forts et nous allons nous y rendre dans tous les villages de Guinée si c'est nécessaire. Voilà. Docteur Ousmane Kaba, notre invité ce matin chez les Grandes Gueules. Une pause de 10 minutes dans la foulée. On va parler évidemment de bokeh. On va essayer de parler d'autres sujets avec notre invité ce matin. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.